Bienvenue dans cet espace où nous allons aborder aujourd'hui la parentalité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que, comme nous tous à Pawa, nous avons à cœur de créer le changement, de construire le monde de demain. Et pour ça, je pars du principe que si on commence dès l'enfance, on aura beaucoup plus de chances de pouvoir créer un monde plus vrai et beaucoup plus centré sur l'amour. Donc cet objectif aujourd'hui va être de comprendre un petit peu comment créer une relation de collaboration avec son enfant, comment pouvoir répondre à ses besoins et lui permettre de se construire avec une liberté et une puissance personnelle. Ça va vraiment être ça. Donc, pour me présenter, donc je suis à la base éducatrice de jeunes enfants. Je suis également formatrice pour les professionnels et les futurs professionnels de la petite enfance. Et j'accompagne également des familles dans leur parentalité au quotidien. L'objectif est de répondre à leurs questionnements et de pouvoir accompagner ce cheminement de parents. Alors, aujourd'hui, on va commencer, je dirais peut-être, par une base de comment l'enfant se construit, comment il apprend, comment on peut répondre à ses besoins et comment on peut communiquer avec lui au quotidien pour justement créer cette collaboration et lui laisser cet espace de grandir librement et de se construire d'un point de vue vraiment d'être lui-même et de devenir lui-même. Alors on va commencer par le début. Comment l'enfant, il apprend? En premier lieu, il apprend par l'amour et l'attachement. Il y a une citation de John Bowlby qui dit que pour bien se détacher, il faut être bien attaché. Et j'imagine qu'en tant qu'adulte, on peut aussi le vivre ça, le fait d'avoir ce besoin un peu de sécurité avec l'autre, familial, relationnel, pour justement arriver à s'ouvrir seul. Même si on travaille sur nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Et l'enfant, il a vraiment besoin de ça, dès le début, d'attachement, d'amour, de sécurité. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'il se sent assez en sécurité, justement, pour aller s'ouvrir et découvrir le monde, il va intégrer, comprendre et découvrir le monde par la répétition. J'imagine que vous avez déjà dû voir des enfants appuyer sur le bouton, éteindre la lumière, réappuyer sur le bouton, allumer la lumière et le faire 30 fois en 5 minutes. Même si on lui dit non, il va y retourner. C'est pas pour nous embêter, c'est justement pour apprendre. Parce que c'est comme ça que l'enfant va intégrer en lui. Ok, je comprends. Je refais, ça refait pareil. Je refais, ça refait pareil. Ok, donc c'est sécurisant. C'est que ça va être tout le temps comme ça. J'ai compris. Mais malheureusement, il ne lui suffit pas de 2-3 fois, mais bien d'une centaine de fois. D'où ce système de répétition pour apprendre. Sa deuxième manière d'apprendre, c'est un peu une notion de petit chercheur, de petit chimiste. Je fais une expérience, qu'est-ce qui se passe? Une relation de cause à effet, si je puis dire. Je vais faire cette expérience, c'est tel résultat qui apparaît. Je lance le stylo, il tombe. Et si je le lance de plus haut, il tombe toujours. Et si je le jette en l'air, il tombe toujours. Bon, et si je le jette par derrière, il tombe toujours. Et il va faire et refaire en alliant justement cette recherche et cette répétition pour comprendre le monde qui l'entoure. Nous, en tant qu'adultes, on sait qu'en touchant telle matière, ça va être doux, ça va être rêche. L'enfant, pour le savoir et l'intégrer, il a besoin de le faire 150 000 fois. Si nous l'avons aujourd'hui, cette faculté, c'est que nous l'avons fait 150 000 fois. Et ce qui est assez perturbant, c'est que, effectivement, un interrupteur va donner à peu près toujours le même résultat normalement. Par contre, un adulte, un être humain, un autre enfant, ne va pas toujours avoir le même résultat. Parfois, on va faire quelque chose, l'adulte ne va pas réagir. Parfois, il va rigoler, parfois, il va s'énerver. Et c'est là où l'enfant va être dans vouloir comprendre pourquoi, quand je fais ça, parfois l'adulte il a telle réaction, parfois il en a une autre. Et donc, c'est là où il va encore plus répéter que sur un objet, parce qu'il y a plus de changement, justement, dans la réaction de l'adulte. Et donc, encore une fois,
Ce n'est pas pour nous embêter, nous tester, nous provoquer, c'est pour comprendre. Oui, il teste. Mais il teste la relation de cause à effet. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup travaillé en crèche et il y a une expérience que j'aime beaucoup regarder chez les à peu près 1 an. Ils vont s'asseoir en face d'un autre enfant qui a une tétine et ils vont aller retirer la tétine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il pleure, je lui remets sa tétine. Je réessaye. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il rigole, je remets sa tétine. Et ils vont faire ça des dizaines de fois. Et c'est justement pour comprendre la réaction de l'autre et pour comprendre l'impact qu'il a, lui, sur les autres êtres humains. Nous aussi, en tant qu'adultes, on le fait. Quand on découvre une nouvelle personne, on fait ça, on fait un petit peu des tests, plus ou moins inconsciemment, mais on teste. Ah, si je dis ça, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il va bien le prendre? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On est sans cesse dans la découverte, et l'enfant, c'est exactement ça qu'il vit dans cette répétition et dans ses recherches. Et encore une fois, ce n'est pas pour nous embêter. L'enfant, avant un certain âge, à peu près 7 ans, c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison d'ailleurs, c'est parce que le cerveau cognitif commence à maturer et donc l'enfant commence à raisonner. Donc avant ça, l'enfant il est incapable d'être dans de la manipulation, il est vraiment dans de l'analyse, dans de la découverte et dans de la relation de cause à effet. D'où cette notion de caprice ou de manipulation qui est impossible. Oui, effectivement, si un enfant a compris que en pleurant, il allait avoir ce dont il a besoin, forcément, il va le refaire. N'oublions pas que le premier langage de l'enfant, c'est le pleur, c'est le cri, c'est le gémissement, c'est les babillages, ça tout passe par la voix et par le corps, sans langage réel, ou en tout cas pas dans le sens qu'on peut l'entendre nous. Et donc forcément, il comprend rapidement qu'en pleurant, on lui apporte ce qu'il veut. Donc forcément, en grandissant, il va continuer ce mécanisme. Et ça va être justement à nous de lui apprendre à passer par d'autres mécanismes de langage pour exprimer ses besoins, pour que nous, on puisse les comprendre également. Et donc pour pouvoir s'adapter à un monde futur, un monde d'adulte, on va dire. Donc voilà pour la base de comment l'enfant apprend. Ensuite, l'enfant va beaucoup aussi apprendre par l'imitation. Il va imiter les adultes qu'il y a autour de lui, les autres enfants. Et en imitant, ça va devenir un petit peu sa référence et ses croyances. Pour vous expliquer brièvement comment fonctionne le cerveau d'un enfant, donc quand l'enfant naît, il a des millions de neurones, et ces neurones vont créer ensemble des connexions. Et chaque connexion va se créer suite à une expérience, justement une relation de cause à effet, une expérience, une découverte. Et donc, ces neurones vont s'activer, vont créer plein de connexions à chaque expérience. Et en grandissant, le cerveau va se dire « Ok, il y a beaucoup trop d'informations, je ne peux pas tout gérer en même temps, il va falloir que je trie. » Et donc, dans le tri, le cerveau va garder les connexions, les neurones, qui sont le plus répétées, que l'enfant a vécu le plus souvent. Et qu'elles soient, on va dire, bénéfiques ou au contraire néfastes. Même si elles sont néfastes, à partir du moment où elles ont été répétées plusieurs fois, c'est ce que l'enfant va garder. Donc pour donner un exemple, un enfant qui va être dévalorisé constamment, c'est ce qu'il va garder et ça va devenir sa croyance que je suis nul, je ne suis pas assez, je ne suis pas doué. Et c'est là où nos habitudes de parents et l'environnement qu'on va offrir à nos enfants est extrêmement important. Parce que c'est tout ça, et c'est ce que l'enfant va vivre le plus souvent, qui va être ancré en lui comme son analyse de la vie, ses croyances, et c'est avec ça qu'il va se construire. Donc si aujourd'hui, nous souhaitons ouvrir le champ des possibles pour modifier ce monde, aller vers quelque chose de plus vrai, de plus dans l'amour,
Et bien justement, faisons attention à nos habitudes pour que les enfants, dès le début, créent ces croyances-là, cette ouverture-là, et fassent entrer plutôt l'amour que des émotions, pas qu'elles soient négatives en soi, mais parce qu'on en a tous, des émotions qui sont moins agréables. Mais bien sûr, aller vers quelque chose où l'enfant va être dans cette ouverture d'esprit, dans cette acceptation de l'autre. Et c'est comme ça qu'il va se créer sa liberté et sa puissance personnelle, et qu'il va pouvoir prendre en main ses croyances et créer celles qu'il souhaite, et non pas subir celles qui ne lui serviront pas, ou au contraire lui desserviront, qu'il a pu ancrer au cours de son enfance. Et c'est là où est notre pouvoir, et c'est là où est notre importance d'adulte auprès des enfants, de justement faire attention à nos habitudes, faire attention à ce qu'on transmet, faire attention à ce qu'on répète chaque jour à nos enfants, à ce qu'on leur apporte dans leur environnement quotidien, parce que c'est ça qui va faire les adultes qui seront demain. Donc voilà pour la manière dont l'enfant apprend, et j'espère que ça vous permet de voir un petit peu justement comment on peut, de commencer à voir comment on peut au quotidien justement l'accompagner là-dedans. Donc pour aller plus loin dans cet accompagnement, je vous propose de passer un petit peu de temps sur les besoins justement de ces enfants. Quels sont leurs besoins? Donc, bien sûr, il y a les besoins fondamentaux d'amour, comme je disais, les besoins physiologiques. Mais comme tout être humain, chaque personne est différente, et chaque personne se développe à son rythme. Vous allez voir, vous l'avez sûrement déjà observé, chaque enfant ne se développe pas exactement pareil. Il y a des enfants qui vont marcher plus tôt, parler plus tard, ou à l'inverse, parler très tôt et être moteur un petit peu plus tard. Et c'est justement en observant leurs besoins qu'on va pouvoir leur apporter ce qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent, pour leur ouvrir ses portes, mais les laisser grandir à leur rythme et expérimenter ce qu'ils ont besoin et envie d'expérimenter à tel moment. Ils font leur chemin, comme nous, petit à petit, et chaque chemin est différent. Et à nous d'aller observer pour justement leur apporter les outils au quotidien pour aller vers leur chemin à eux. Donc, comment faire ça? Eh bien, ça passe par l'observation. On va observer nos enfants. Ok, aujourd'hui, tu es là-dedans, dans telle imitation. Eh bien, je vais peut-être t'apporter du matériel pour continuer cette expérience-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, ça va être d'accueillir ce que l'enfant est et ce que l'enfant exprime. Il y a parfois des émotions qui sont très fortes chez les enfants. Effectivement, les émotions sont décuplées chez l'enfant parce qu'ils n'ont pas encore le cerveau cognitif mature pour comprendre et gérer ça. Et c'est tellement un bouillonnement à l'intérieur d'eux que du coup c'est fort et ça sort avec une puissance assez impressionnante parfois. Mais en tant qu'adulte, on a aussi la même chose. Repensez à un moment où vous êtes cogné le petit doigt de pied dans une table basse. Très souvent, nous-mêmes, en tant qu'adultes, notre réaction, elle est forte. On peut même avoir une envie de taper ou de crier, alors que on sait très bien, dans notre petit cerveau mature, normalement, que ça ne servira à rien. Pourtant, on le fait. C'est une pulsion, c'est une émotion qui sort, qui est là et qui est incontrôlable. Chez l'enfant, c'est pareil, et c'est décuplé. Et c'est là où notre rôle d'adulte va être d'accueillir cette émotion, comme nous apprenons à le faire avec nous-mêmes, d'ailleurs, parce que même adulte, ça continue, tout ce travail-là. Et donc d'accueillir cette émotion, en disant je vois, tu es en colère, je vois, tu es triste, je vois, tu es agacé peut-être. Mettre des mots sur ces émotions-là,
C'est important pour eux parce que c'est ce qui va leur permettre de comprendre ce qui se passe en eux, de comprendre ce bouillonnement. Donc déjà, voilà, observer et mettre des mots sur ce qui se passe. Ah, c'est tombé. Ah, tu es tombé, est-ce que tu as besoin d'aide? Ah, tu es triste, tu es en colère, tu pleures, explique-moi. Déjà, ça va être reconnaître ce qui se passe pour lui. Ne pas vouloir ni anticiper, ni penser à sa place, mais reconnaître ce qui se passe. On peut également s'autoriser à dire « je n'ai pas compris ». Je vois que tu pleures, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé, explique-moi. Bien sûr, quand ils sont tout petits et qu'ils n'ont pas accès au langage, ils n'ont pas forcément expliqué, mais le fait de voir que l'adulte est soutenant là-dedans, déjà ça va lui permettre d'accompagner plus sereinement cet état. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, ça va être de lui donner une explication à cette étape. Oui, tu es en colère, tu n'as pas réussi à, ou tu es en colère, tu voulais absolument jouer avec ce couteau, je te l'enlève parce qu'il est dangereux. Ça va être, voilà, expliquer le pourquoi et lui donner une explication. Oui, j'enlève ce couteau parce qu'il est dangereux pour toi. Et ensuite, de lui donner une alternative à ce besoin. Parce que, comme je l'exprimais, à partir du moment où l'enfant fait quelque chose, exprime quelque chose, c'est qu'il y a un besoin derrière. Donc si effectivement l'enfant pleure suite à une frustration de ne pas pouvoir jouer avec ce couteau par exemple, c'est qu'il y a un besoin derrière, peut-être d'expérimenter, de découvrir cette matière, cette forme, et donc on va pouvoir lui apporter une alternative. Je te donne celui-là à la place, il est plus adapté par exemple. Si je fais le lien avec notre vie d'adulte, imaginons, on est crevé, on a besoin d'un jour de congé, et on va voir notre employeur et on lui demande ce jour de congé. Et notre employeur nous dit juste non. Non, tu ne l'auras pas. Imaginez ce qui peut se passer en nous. Pour beaucoup, nous l'avons déjà vécu. Imaginez cette frustration, cette incompréhension, cette colère, cette injustice qui peut être amenée à sortir. Ou à être gardée à l'intérieur de nous, mais en tout cas à être ressentie. Alors que si ce même patron nous dit « Ah, je comprends, oui, je vois que tu as vraiment besoin de te reposer, mais ce jour-là, c'est vraiment pas possible parce que j'ai un tel qui est en arrêt maladie, j'ai tel programme qui sort, j'ai vraiment besoin de toi. Par contre, la semaine suivante, tu prends celui que tu veux. » Tout de suite, on va être plus à même de comprendre la décision de cet employeur et du coup, de la respecter. Et bien l'enfant, c'est pareil. À partir du moment où il a une règle, une limite qui est imposée sans explication et sans alternative, il va être dans cette frustration, cette incompréhension et cette injustice. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de limite, pas de cadre. Au contraire, l'enfant a besoin d'un cadre sécurisant, de limites claires pour se construire et pour savoir jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. C'est important et justement, ça lui permet de se construire en sécurité. Mais effectivement, ces limites, l'enfant a besoin de sentir que c'est quelque chose qui soit, on va dire, valable, explicable et réel. On peut le voir, nous, dans ce qu'on peut vivre aujourd'hui, dans les lois, dans la situation actuelle, où il y a parfois des règles qui nous sont données qu'on ne comprend pas et qu'on trouve peut-être illégitimes, ou peut-être incompréhensibles, ou peut-être complètement aberrantes. Et bien du coup, ça fait ressortir notre colère et on n'a pas envie de la respecter, cette consigne. Ou alors on la respecte, mais dans de la résignation peut-être. Et bien l'enfant, c'est un peu pareil. Et à partir du moment où il comprend le réel pourquoi et le réel intérêt de cette consigne, il va être beaucoup plus dans justement la collaboration, la coopération et l'acceptation de cette consigne. Donc si je reprends, ça va être « Ok, je vois que tu as envie de jouer avec ce couteau. Et il est dangereux pour toi, donc je te le prends. Parce que j'ai peur que tu te blesses. Je ne veux pas que tu te blesses. Je vais te donner celui-là à la place, il est plus adapté. » Ça se rapproche un petit peu, je dirais, de la communication non violente. Je vois que, j'ai besoin que,
quelles propositions on peut avoir ensemble pour avancer dans cette direction. C'est vraiment partir de soi, également, parce que l'enfant peut avoir des besoins et des émotions qui sont différentes des nôtres. Des fois, c'est simplement notre peur à nous qui ressort. Je peux donner un exemple, un enfant qui a envie de grimper. Nous, ça nous fait peur. Donc ça peut être, je vois que tu as envie de grimper, ça me fait peur, j'ai peur que tu tombes. Je préfère que tu descendes du canapé et qu'on aille grimper dans un endroit plus sécurisé, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est important de ne pas forcément projeter nos peurs sur l'enfant. C'est nous qui avons peur, c'est pas forcément l'enfant. Et donc le fait de dire « j'ai peur que tu tombes » au lieu de « tu vas tomber » permet justement de pas impliquer une action qui n'est pas la sienne ou projeter une réaction, une cause qui n'est pas la sienne. Tu vas tomber. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on lui dit qu'il va tomber, il va finir par tomber. Alors que si on lui dit j'ai peur que tu tombes, fais attention à toi, viens, on peut aller grimper là-bas, c'est plus sécuritaire, on remet entre ses mains le fait que il a le droit de découvrir son corps, nous ça nous fait peur et on lui propose autre chose. Et de cette manière-là, on va pouvoir remettre aussi un peu à chacun son histoire, à chacun sa représentation et ne pas forcément imposer les nôtres à l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, pour revenir sur la communication non violente, ça va être de revenir à soi avec ce qu'on observe. Je vois que, ou j'ai la sensation que tu es triste, j'ai l'impression que tu es en colère. J'aimerais que j'ai besoin de... je vois que tu as besoin de grimper sur le canapé, ça me fait peur, ou je n'ai pas envie d'abîmer le canapé, ça m'embête, viens, on va grimper ailleurs. Et on revient sur son besoin de grimper et on lui propose une alternative à son besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on va rentrer dans le respect du besoin de l'enfant, qui n'est pas forcément un autre, mais du coup, on va l'accepter et répondre à son besoin. Un autre exemple, je vois que tu as envie de jouer avec l'eau. Quand on est à table, je préfère que l'eau qui soit dans les verres reste pour boire, parce que c'est précieux, si c'est votre explication. Si tu as envie de jouer avec l'eau, on ira tout à l'heure passer un peu plus de temps dans le bain ou sous la douche pour jouer. Encore une fois, on a tous nos valeurs par rapport à ça, par rapport à l'eau, par rapport à l'alimentation. Ça nous appartient et on a parfaitement le droit de transmettre à nos enfants nos propres valeurs. Mais c'est juste de lui expliquer le pourquoi pour pouvoir quand même répondre à son besoin. Parce que comme je vous le disais, à partir du moment où l'enfant a une action, fait quelque chose, c'est qu'il a besoin d'expérimenter et de comprendre le monde. À partir du moment où il pleure, où il y a une émotion en tout cas qui sort, où il y a des cris, c'est qu'il a besoin de sortir cette colère, de sortir cette émotion. Et tout comme nous, ce n'est pas forcément bon de refouler cette émotion et de ne pas la faire vivre et de ne pas la faire sortir, parce qu'après elle va s'imprimer quelque part d'autre, se cristalliser dans notre corps. Et bien l'enfant a aussi ce besoin de sortir l'émotion. Et donc à ce moment-là, ça peut être de l'accueillir. Oui, je vois que tu es en colère, vas-y, pleure. Tu as raison, fais sortir cette colère-là. Fais sortir ton émotion. Par contre, vous avez le droit de lui dire, je comprends que tu sois en colère, tu as le droit de pleurer, mais je ne changerai pas d'avis. Par rapport au couteau, par exemple. Oui, je comprends, tu voulais absolument jouer avec ce couteau-là, mais il est dangereux. Oui, je comprends, t'es en colère, t'es frustré, sors ta colère, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne changerai pas d'avis. L'enfant peut l'entendre. S'il y a une explication à pourquoi vous ne changez pas d'avis, l'enfant peut l'entendre.
je vous invite peut-être à prendre un petit moment avec une feuille, un stylo pour noter un petit peu tous les besoins qui ressortent, que vous sentez, que vous vous souvenez chez vos enfants et pouvoir noter justement quelle alternative on peut leur proposer à ces règles et ces limites qu'on met, qui sont justes, parce qu'ils ont besoin de ça, effectivement, on est aussi là pour leur sécurité, et comme je le disais, ils ont besoin d'un cadre et de limites constantes, sécurisantes et fixées au quotidien pour grandir en sécurité. Mais c'est que du coup, comment leur apporter une alternative à leurs besoins en respectant un cadre adapté. Donc je vous invite à prendre le temps de faire ce constat-là et ok, quand il fait ça, quel besoin il peut y avoir derrière et comment je peux répondre à son besoin d'une autre manière pour lui laisser répondre à son besoin dans un cadre qui soit adapté à lui et à sa sécurité. Je vous propose ensuite d'aborder une communication positive, je dirais, pour compléter cette communication non violente, si je peux dire, avec nos enfants. La communication positive, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple. Si là, je vous dis, ne pensez pas à une voiture rouge, quelle est la première image qui vous vient en tête ? J'imagine cette voiture rouge. Si je vous dis, arrêtez de penser à cette voiture rouge, est-ce que vous allez y arriver ? Je ne pense pas. Et bien, l'enfant, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que notre inconscient ne prend pas en compte la négation. Notre inconscient, il retient le mot-clé de la phrase. L'action principale de la phrase qui est la voiture rouge et pas le pas. Et donc l'enfant c'est pareil. Et donc quand on lui dit ne cours pas, ne crie pas, ne grimpe pas, n'enlève pas ton bonnet, et bien l'enfant il va retenir l'action principale, courir, grimper, crier, le bonnet. Et que si on lui dit mais arrête de courir, arrête de crier, c'est pareil. Si je veux que vous arrêtiez de penser à cette voiture rouge, il va falloir que je vous change les idées en vous disant « Oh, regardez là-bas un papillon ». Ben, l'enfant, c'est pareil. Si on veut créer de la collaboration, le plus efficace va surtout être de lui dire ce qu'il peut faire et ce que nous voulons qu'il fasse plutôt que ce que nous ne voulons pas qu'il fasse. Donc je vous invite à prendre un papier, un stylo, et de noter un petit peu toutes ces petites phrases qu'on dit au quotidien à la négation. Je vous en ai donné quelques-unes. J'imagine qu'il y en a, en fonction de notre mode de vie, plein d'autres. Et donc je vous invite à prendre quelques minutes, à faire pause sur la vidéo, et à noter ces petites phrases, et à essayer de les formuler à l'inverse, en positif. Donc par exemple, ne cours pas peut devenir marche à côté de moi. Ne crie pas peut devenir parle-moi doucement, explique-moi ce qui se passe. Donc voilà, je vous invite à mettre pause et à prendre ce temps de noter toutes ces petites phrases et de les tourner en positif. Une fois que c'est fait, ça va être un exercice de tous les jours, de reformuler au quotidien à chaque fois qu'il y a une phrase en négative qui sort, de se rattraper et de redire la phrase positive directement après. Déjà, ça aura un impact. Et au fur et à mesure de prendre cette nouvelle habitude, la phrase positive va revenir d'elle-même.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que aujourd'hui, dans ce qu'on vit au quotidien, je le vois même dans le management, on a tendance à dire aux gens ce qu'ils font pas bien ou ce qu'il faut pas faire. Mais du coup, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Et inconsciemment, ce mode de communication crée de la frustration et crée du manque de confiance en soi parce qu'on se prend des stimuli négatifs plusieurs fois par jour en se disant qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, en gros on n'a pas bien fait. Et du coup forcément ça joue sur notre confiance en nous et sur les enfants également. Et donc plus on va, même pour nous entre adultes, vous pouvez l'essayer sur votre conjoint, sur votre famille, vos amis, n'oublie pas d'aller chercher le pain. Il y a beaucoup de risques que cette personne oublie d'aller chercher le pain. Sauf si cette personne s'est concentrée sur le mot pain, mais c'est plus rarement le cas. Mais pense à aller chercher le pain, ça peut être plus efficace. Ou même pour nous, oh là là, faut pas que j'oublie d'eux. Mais je vais penser à, je vais y arriver. C'est vraiment ce système de repartir sur des choses positives envers nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Un manager qui nous dit « Ok, ça, on peut le faire comme ça, tu verras, ce sera mieux. » On a tout de suite plus envie de le faire, on est plus motivé, on est plus rassuré qu'un manager qui nous dit « Ça va pas, ton mail il est mal fait, ça c'est mal formulé. » Ok, donc comment je dois le faire? Et donc, repartir sur cette communication positive, en formulant les consignes positivement à l'enfant, va permettre de créer cette coopération avec l'enfant, et donc de diminuer un petit peu les conflits, les cris, les pleurs, parce que c'est vrai que quand on répète 20 fois à un enfant « arrête deux » et qu'il n'arrête pas, ça peut être agaçant même pour nous en tant qu'adultes, c'est vrai, hein, on ne peut pas le nier, c'est humain. Et donc, ça va nous permettre, cette formulation, de créer de la coopération chez l'enfant et de diminuer ce système de répéter et que l'enfant n'entende pas. Mais c'est pas forcément qu'il l'entend pas, c'est que du coup, comme vous avez pu vivre l'expérience avec la voiture rouge, forcément il va rester dans « j'ai envie de courir et elle me parle de courir, donc je vais continuer ». J'ai envie de courir, mais elle me parle de marcher. Oh bon, ça peut être chouette aussi, on va marcher. Donc voilà, il y a... c'est vraiment une clé de communication pour créer quelque chose de l'ordre de la collaboration avec son enfant. Et si suite à ça on explique, on peut le coupler donc du coup avec cette histoire d'alternative. Donc je vois que tu as envie de courir, viens marcher avec moi, j'ai besoin que tu sois à côté de moi pour traverser par exemple. C'est dangereux sinon, mais promis, tout à l'heure on pourra courir au parc. Pose ce couteau au lieu de ne touche pas à ce couteau par exemple. Pose ce couteau, il est dangereux pour toi. Oui, je vois que tu as envie de jouer avec, mais j'ai peur que tu te blesses. Je te donne celui-là à la place, il est plus adapté. On a formulé la demande en positif, on a compris son besoin, on a accepté son émotion et on lui a donné une alternative. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment lui permettre de sentir qu'il a une place dans cette décision, qu'il y a une réelle raison à cette décision. Ça va lui permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui parce qu'on a verbalisé l'émotion, la frustration. Et ça va lui permettre de reprendre son pouvoir en respectant ses besoins. Parce que une des manières de garder sa puissance, de garder son pouvoir et de prendre confiance en soi, c'est pouvoir répondre à nos besoins premiers et de faire les expériences dont on a envie. Et c'est justement ça qui va le faire grandir. Pour finir, il y a une notion que j'aimerais partager avec vous, qui est une petite phrase assez simple à se poser, une question à se poser régulièrement quand on a un doute, quand on ne comprend pas forcément
ce qui se passe chez notre enfant, c'est de se poser la question, et si c'était un adulte, qu'est-ce que je ferais? Pour vous donner un exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on forcerait notre conjoint, notre ami, à finir son assiette avant de sortir de table? Est-ce qu'on s'imaginerait lui dire « Tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette », alors qu'il a simplement plus faim ou qu'il n'aime pas? Est-ce qu'on le ferait avec une personne adulte? Je ne suis pas sûre. Et du coup, ce qui m'amène à poser la question, c'est pourquoi parfois on peut le faire avec l'enfant? Donc j'imagine qu'il y a des notions de valeur au niveau de la nourriture, qu'il y a peut-être des inquiétudes au niveau du bien-être et de la santé. C'est possible, et c'est totalement entendable. Mais le fait de se poser la question peut peut-être nous faire aller chercher un petit peu plus loin sur quelle place on prend par rapport à l'enfant. Est-ce que c'est une notion de rapport de pouvoir ou de force parce qu'on est l'adulte et qu'il est l'enfant? Ou est-ce qu'on lui laisse cet espace de choix et d'appropriation de ses propres besoins? Si un enfant fait ou ne fait pas quelque chose, c'est qu'il y a une raison derrière, un besoin, peut-être qu'il n'a effectivement plus faim, qu'il n'aime pas. Et en fait, pourquoi parfois imposer des choses à certains enfants qu'on n'arrive pas nous-mêmes à s'imposer? À notre exemple, est-ce que nous serions capables, nous, de prêter notre téléphone ou notre voiture à notre sœur ou notre frère ou un ami? Peut-être pas toujours. Est-ce qu'on est capable de donner la moitié de nos frites dans notre assiette à notre voisin de table? Pas toujours non plus, j'imagine. Et du coup, c'est de se demander, ok, si moi, en tant qu'adulte, c'est quelque chose que je ne m'impose pas forcément, que je n'arrive pas à m'imposer parce que c'est une notion qui est trop compliquée pour moi, pourquoi je cherche à le faire avec l'enfant? Et c'est vraiment quelque chose qui paraît anodin, parce qu'effectivement, on peut mettre derrière des notions de valeur de partage, d'inquiétude au niveau de la santé. Mais pour l'enfant, ça va plus loin derrière. C'est jusqu'où j'ai le choix de mes propres besoins et de mes propres envies. Et plus on va lui laisser cet espace de choix et d'envie, et plus on va lui montrer qu'il a ce droit, qu'il a cette possibilité. De même que plus on va lui montrer que nous aussi on a des émotions, on est parfaitement libre de dire à l'enfant, bah là je suis triste, là je suis en colère, ou par exemple si on s'est fâché, si on s'est mis en colère et si on a dit une parole qui peut être un peu dévalorisante, on a aussi le droit de dire je suis désolé, excuse-moi, j'étais en colère. Comme on le ferait avec notre conjoint. Des fois, on peut, lors d'un conflit, partir dans des paroles un peu excessives et on peut s'excuser de notre comportement. Mais on peut le faire aussi avec nos enfants si à un moment donné, on a fait quelque chose qui en tout cas pour nous, n'était pas ce qu'on voulait. Et je pense que c'est aussi important de se dire, ok, si c'était un adulte, qu'est-ce que je ferais? J'irais m'excuser, j'irais lui expliquer mes émotions, je ne le forcerais pas à, je le préviendrais de... c'est un petit peu pareil pour l'enfant. C'est même parfaitement pareil pour l'enfant. C'est qu'il a aussi ce besoin de comprendre ce qui se passe pour l'adulte et il est totalement en capacité d'entendre que vous étiez en colère, que vos mots dépassaient vos pensées. Il est tout à fait capable d'entendre que oui, tu n'as plus faim, ok, laisse ton assiette, c'est pas grave. Et du coup, de comprendre qu'il a aussi cette capacité de choix et d'être lui, et d'exprimer ses besoins. Et quelque part, ça va le rassurer. Quelque chose qui peut être aussi important, c'est de jouer parfois avec le « je me suis trompée ». Moi aussi j'ai fait une bêtise, moi aussi je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde fait des erreurs. Et plus l'enfant va voir que ça c'est possible chez l'adulte, plus il va se l'autoriser à lui-même. Et donc,
plus il va être ouvert et dans l'acceptation de « bah oui, des fois on se trompe, des fois on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave, ça nous apprend que cette méthode était peut-être pas la plus efficace, on essaye une autre méthode demain ». Et ça, c'est une petite chose qui me paraît primordiale pour pouvoir apporter à l'enfant ces notions de on est tous comme on a tous le droit à l'erreur, on est tous imparfaits dans notre perfection. Et tu as le droit aussi de ne pas aimer, tu as le droit de ne pas avoir envie, tu as le droit d'avoir un excès de colère, tu as le droit de ne pas avoir géré tes émotions à un moment donné, tu as le droit d'avoir eu une pulsion. Lui redonner ce droit. Et on peut lui dire d'ailleurs comme ça, tu as le droit de... Je me retrouve assez régulièrement, ça m'arrive de voir des enfants qui viennent de se faire mal et qui s'empêchent de pleurer, qui s'empêchent d'aller voir l'adulte et qui sont là en plein milieu de l'espace extérieur par exemple, un peu prostrés à aïe 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 aïe, mais est-ce que tu as besoin d'un câlin? Non, je reste dans mon coin. Et qui ne se donnent pas le droit. Et c'est important de se donner le droit quand on parle de justement vouloir transformer se transformer et transformer le monde vers quelque chose de plus juste et de plus dans l'amour. Et quand on parle de liberté et de puissance personnelle, c'est se donner le droit d'avoir nos émotions. On nous a trop longtemps réprimé nos émotions, on nous a trop fait croire qu'on devait rentrer dans des cases et ne pas déborder du vase pour être correct. Et c'est justement le sens de cette petite phrase, c'est moi en tant qu'adulte, qu'est-ce que je ferais à un autre adulte, qu'est-ce que je ferais à moi? Et donc du coup, faisons-le avec nos enfants. Un peu comme cette notion du patron que je vous donnais tout à l'heure. Si de notre patron ça nous agacerait et ça nous énerverait, et qu'on trouverait ça injuste, forcément pour notre enfant aussi. Alors c'est sûr que le niveau de compréhension de l'enfant n'est pas le même, en tout cas tout au début. Mais à partir du moment où on parle à son enfant, où on l'inclut dans la vie quotidienne et où on lui exprime les choses, très vite il va comprendre, même s'il ne comprend pas le sens des mots, même s'il ne va pas comprendre le sens du mot pardon, excuse-moi, c'est l'intention, c'est l'énergie qu'il va y avoir dans cette parole, c'est l'énergie qu'il va y avoir dans cet espace qu'on lui laisse, dans ce qu'on est en train de lui dire, dans ce qu'on est en train de partager avec lui. C'est ça qu'il va ressentir, c'est le ton, c'est l'émotion, c'est l'énergie, et du coup, à son sens, à son niveau, il va comprendre tout ça. C'est quelque chose qui me paraît essentiel pour lui redonner son pouvoir d'enfant et justement sortir un petit peu de ce rapport de force ou de pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre, du fait qu'il est un enfant et qu'on est l'adulte, et de vouloir choisir à sa place, savoir on sait ce qui est bon pour lui dans certaines mesures, bien évidemment. Mais quand on observe l'enfant et qu'on le laisse nous montrer le chemin, très souvent, il sait ce dont il a besoin, il sait ce qu'il a besoin et envie de développer à ce moment-là. S'il ne mange pas, peut-être que son corps simplement lui demande un peu de pause, mais comme nous, ça nous arrive. On ne dort pas le même nombre d'heures par nuit, on ne mange pas autant chaque jour, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins en fonction des jours. Les enfants, c'est pareil. Certains enfants sont rythmés, comme du papier à musique, et puis d'autres ont des rythmes très changeants, et comme nous, ils sont cycliques. Comme nous, ils sont dans cette dynamique des cycles et des saisons et de notre métabolisme et nos besoins et du temps et ainsi de suite, et de l'énergie qu'il y a autour de nous d'un point de vue plus global. Et il faut aussi, à mon sens, accepter ça et leur laisser cet espace-là pour pouvoir justement créer quelque chose de l'ordre de la coopération, de l'acceptation, et grandir avec lui, parce que quand on accompagne un enfant à se développer et à grandir, au final on grandit avec lui, on apprend plein de choses sur nous, et ça nous permet justement d'aller titiller des petites choses, de remettre en question, de se poser des questions
d'être de plus en plus dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Et très souvent, c'est eux qui nous montrent le chemin. Donc voilà un peu toutes les notions que je voulais vous partager aujourd'hui. Si je devais résumer, ce serait donc cette notion de communication positive, formuler nos demandes positivement pour que l'enfant coopère et comprenne ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Ça permet de booster la confiance en soi et de créer de la coopération et de la compréhension entre vous et l'enfant. Il y a aussi toute cette notion d'observation et d'acceptation du besoin de l'enfant. On va observer son besoin, on va lui verbaliser ce besoin pour qu'il comprenne ce qui se passe à l'intérieur de lui. On va lui expliquer ce qui se passe, on va lui expliquer la limite, le non, le pourquoi, s'il y a limite à mettre, s'il y a explication à donner, on va toujours lui expliquer le pourquoi on a pris ces décisions, pourquoi on lui demande ça, pourquoi on va vers ça. Et ensuite lui donner une alternative donc à son besoin pour qu'il puisse, malgré les restrictions, expérimenter, découvrir le monde et faire ses choix et aller vers là où il avait envie et besoin d'aller pour son expérience. Encore une fois, nous, tout ce qu'on sait aujourd'hui en tant qu'adultes, tout ce qu'on a appris, tous nos sens, toutes nos croyances, tout notre savoir, c'est parce qu'on l'a expérimenté, qu'on l'a répété, qu'on l'a imité, qu'on l'a vu, qu'on l'a fait des centaines de fois. Et l'enfant, justement, a besoin de faire ces expérimentations-là, de les faire des centaines de fois, pour apprendre, pour intégrer, et donc pour arriver à cette connaissance. Il y a aussi cette notion, donc, du coup, d'habitude et de croyance, du fait que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, va avoir un impact sur la vie de l'enfant, va avoir un impact sur ce qu'il va comprendre du monde, comprendre les personnes autour de lui, va avoir un impact sur ses croyances et futures croyances. Et donc, ça nous amène à nous poser la question de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme croyance ? Et donc, quelles sont les miennes et qu'est-ce que je suis en train de véhiculer ?» Et de faire tout ce travail d'observation de soi sur qu'est-ce qu'on va lui transmettre, ce qu'on est en train de lui transmettre, pour peut-être ajuster des petites choses en fonction de ce qu'on souhaite. Il y a également donc cette notion de « et si c'était un adulte ?» Un autre exemple qui me vient en tête, c'est et si c'était un adulte, est-ce que je viendrais le prendre dans mes bras sans le prévenir ou le porter sans prévenir? Imaginons-nous un géant qui arrive et qui nous attrape pour aller nous mettre dans le bain sans nous avoir prévenu, l'angoisse que ça peut provoquer. Et c'est vrai que chez l'enfant, c'est pareil. On peut avoir tendance à s'approcher de l'enfant et le prendre, le porter sans forcément le prévenir, lui faire un câlin, un bisou sans forcément le prévenir. Et ça peut avoir un impact assez important. C'est des petites choses qui peuvent être intéressantes à se questionner au quotidien. Donc voilà, cette notion de « et si c'était un adulte, qu'est-ce que je ferais ?» Si c'était un adulte, est-ce que s'il était, je sais pas, en colère, je lui dirais que sa colère n'a pas de sens. Bah non, t'as pas le droit d'être en colère, il s'est rien passé. Peut-être que pour l'enfant, il s'est passé quelque chose réellement à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut observer un enfant qui se met dans un fort état de colère parce qu'il voulait absolument un verre orange alors que celui-là est bleu. Et qu'on peut avoir tendance à dire « mais c'est bon, tout va bien, arrête, stop, c'est pas grave ». Mais alors que peut-être que pour lui, à ce moment-là, c'était grave. Et qu'à un adulte, on ne dirait pas c'est pas grave, arrête de pleurer. Ou alors si, on peut peut-être lui dire, mais est-ce que c'est vraiment juste pour lui? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a besoin à ce moment-là? Peut-être qu'on ne comprend pas la gravité de son émotion. Et chez un enfant, tout est décuplé, donc effectivement, même un verre orange peut avoir une énorme importance pour lui. Et du coup, est-ce que ne pas simplement accueillir son émotion? Je vois que t'es fâché, tu voulais vraiment ce verre orange, mais là, il est pas là. Il est au lave-vaisselle qui tourne, je peux vraiment pas te le donner, mais dès qu'il sort, promis, je te le donne. C'est vraiment accueillir ce qu'il est, sans jugement, avec acceptation et amour. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là.
Et puis, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, observez-vous, observez-le. Comme je disais, c'est eux souvent qui nous montrent le chemin. Vivez. Il faut aussi garder cette notion de plaisir, de rire, de se marrer, de faire des expériences avec eux, de profiter des bons moments, de profiter des belles choses, des bonnes choses. La notion de plaisir, pour moi, elle doit faire partie à 3000% de ce quotidien avec eux. De jouer, de rire, de danser, de regarder des dessins animés, de partager et de profiter de toute la folie et toutes les belles choses qu'on peut partager avec nos enfants dans le jeu et dans le lâcher prise et aller chercher vraiment ce qui nous fait plaisir. Partager des choses qui vous font plaisir avec eux. Suivez-les et montrez-leur le chemin, mais laissez-les aussi vous montrer le chemin. Parce que parfois, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Donc voilà pour cet espace. Je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Vous avez également un e-book qui est lié à la vidéo que vous pouvez télécharger, où vous retrouverez à peu près le même contenu avec des explications, des exemples et également des astuces supplémentaires. Donc je vous souhaite un très beau chemin avec vos enfants et je vous dis à bientôt.